Bonjour. Bien heureuse d'être avec vous cet après-midi, en cette fin de deuxième journée pour vous. J'espère que ça se passe comme vous le pensiez, comme vous le vouliez. Je vais tout d'abord demander un peu de votre indulgence. Je ne suis pas professeure de formation. Je suis plus à l'aise à sauter dans des avions 10 places avec bottes d'eau pour aller aider une communauté inuite qu'être en face de vous, éminents étudiants. Alors, vos indulgences, je vous en prie. Peut-être en me présentant, je travaille pour la société Makivik. Makivik qui veut dire « qui se tient debout ». C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé des suites de la contestation hydroélectrique et de la signature de la Convention de la baie James. Alors, je suis avocate au sein du contentieux depuis 15 ans. Dont 12 au siège social à Coudjouac et maintenant 3 ans ici à Québec, Grande Allée. Vous êtes invités à venir nous visiter si vous passez par là. Je sais que vous ne connaissez pas la Grande Allée, vous étudiants, mais au cas où. Alors, le déroulement de la séance, il va y avoir 6 parties qui vont être présentées. Il va y avoir la séance de questions à la fin. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, ça vous va? Si jamais il y a des questions pressantes, on peut y répondre en cours de présentation. Mais tout d'abord, donc, la partie 1, l'exigence d'ouverture au système coutumier d'un autre ordre vécu. Je sais, par vos domaines d'études, que vous avez une ouverture envers la matière autochtone. J'utilise le mot matière à bon escient parce que la matière autochtone peut être de terre, de roc, d'esprit, de tradition, de culture, de coutume. Elle peut être de tissu voilé, de tissu à motif. Elle est toujours tangible, qui sait bien regarder et surtout ne pas juger. Il y a une différence cependant entre vivre et observer la coutume. Ceux qui s'adonnent à la deuxième action doivent faire montre d'ouverture. C'est l'évidence même que je vous énonce aujourd'hui, mais permettez-moi d'illustrer par un exemple. Qui d'entre vous est parent, est papa ou maman? Quelques-uns. Donc, vous avez en vous encore ce souvenir fort de la première naissance, de votre premier né qui arrive dans la famille. Alors, qui d'entre vous aurait pu songer donner cet enfant à votre famille? Et vous, messieurs, à votre belle-mère? Qui aurait pu concevoir cette notion? Peu d'entre vous, peu d'entre nous, mais pour les Inuits du Nunavik, c'est une question qui ne se pose pas. C'est du vécu intergénérationnel, séculaire, qui démontre un esprit particulier, qui nous demande un esprit particulier en cette matière comme en toute matière autochtone. Je vais vous illustrer cet état d'esprit de nouveau avec l'affaire que vous aviez en lecture, la décision de 1980, Deer contre Orpik. C'est une décision qui ne portait pas principalement sur l'adoption coutumière, qui le touchait en obitaire, mais le juge officiant la cause, l'honorable Jean-Paul Bergeron, a fait preuve d'une ouverture inspirante pour tout observateur coutumier. L'affaire portait sur un bébé né en 1977 d'un père Mohawk et d'une mère Inuk de Huartak. Au profit des grands-parents Orpik, la mère a procédé, selon le juge, et je le cite, « sans formalité à une adoption coutumière par le vœu unique d'Élisabeth, tradition et coutume fortement ancrées dans les mœurs inuites, sans que cela ne constitue en aucune façon une forme d'abandon quelconque de sa part. » Il faut dire que ce jugement est intervenu à l'orée de la mise en place de tous les régimes de protection à l'enfance. Les traditions liées à la famille étaient encore très fortes, même chez les non-autochtones. Le juge, cependant, a laissé beaucoup de place aux intervenants, aux témoignages, aux faits, au contexte, aux circonstances, ancrés peut-être dans une époque permettant une approche plus flexible face à l'autre ordre, celui coutumier. Donc, avec ouverture d'esprit, allons voir en détail ce que vous et votre belle-mère auriez pu vivre si vous aviez été Inuit du Nunavik. D'abord, une présentation du Nunavik pour certains. C'est un tiers du Québec en territoire. C'est 14 communautés inuites qui sont situées à 1500 à 2500 km de Montréal par vol d'oiseau, sans route ni route entre celles-ci. Il y a 3 communautés de plus de 1000 habitants. La plus petite fait 200 habitants.
Et Kuujjuaq est le siège administratif où se trouve l'administration régionale Kativik et la Société Makivik. C'est une population totale d'un peu plus de 10 000 personnes, dont 90 % sont d'origine inuit, bénéficiaires de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Le régime d'adoption du Nunavik est connu pour les Inuits, mais même à l'extérieur de ses frontières, parce qu'il a été observé, documenté, décrit. D'abord, on peut voir qu'il s'agit d'une adoption qui opère un changement des liens de filiation au bénéfice des parents adoptifs, qui en responsabilité, en devoir et obligation deviennent vraiment les parents de l'enfant. Il y a échange de consentement, donc, entre ces deux sets de parents-là. Ça va être fait en majorité lors de la grossesse et ça va se faire de manière verbale simple. On parle de bébés adoptés, mais on peut voir que la tradition auparavant pouvait permettre l'adoption également d'aînés, d'adolescents, mais c'est chose rare, voire nulle depuis la fin des années 70. Donc, c'est un processus simple de tradition orale qui est flexible et qui est ouvert. De par la nature même des communautés qui sont petites, tous les gens se connaissent, donc tous savent qui est le parent adoptif, le parent biologique de cet enfant. Les parents biologiques, le lien avec eux n'est pas nécessairement encouragé, quoiqu'il y a une différence entre la baie d'Ungava et la baie d'Hudson. Et le terme, le vocable pour définir les parents en inuktitut, pour les parents adoptifs, on va les voir avec le même vocable que pour les parents réguliers, c'est-à-dire anana, ata, alors que pour la mère biologique, elle va être appelée d'un vocable certain, donné, qui va être pokuluk. Et chose étonnante peut-être pour certains, il n'y a pas de vocable pour le père biologique. C'est une adoption donc qui est endogène, qui se fait entre les individus, sans intervention d'acteurs étatiques, et l'intérêt de l'enfant va être conjugué avec celui de la famille, de la communauté. Les effets vont être permanents, ça va être mal perçu d'opérer une réadoption, ça va être dans des cas exceptionnels où il pourrait y avoir le décès du parent adoptif ou négligence. Pardonnez-moi, je suis désolé de vous interrompre, mais ce qui est du consentement des parents, il y a eu une affaire judiciaire qui ne concernait pas le Nunavik, où un enfant avait été donné en adoption uniquement par la maman. Le père biologique on ne lui avait pas laissé jouer de rôle dans le processus, et il avait contesté ce processus en disant que, bon, si c'est la coutume elle est discriminatoire. Est-ce qu'au Nunavik, c'est une possibilité qu'il y ait un processus d'adoption coutumière sans que le papa soit amené à donner son consentement? Bien, selon la coutume, ça se passe principalement entre les mères biologiques, mères adoptives. Les pères sont vus un peu comme étant accessoires. La cause dont vous parlez, c'est une cause qui, oui, impliquait le Nunavik, mais le père était non déclaré à l'acte de naissance et il était non-Inuk. Il n'était pas d'origine du Nunavik. Alors, c'est sûr que la question s'est posée, ça a été écarté par la suite, le débat s'est fait sur d'autres matières, la garde, etc., et non plus nécessairement sur l'idée de coutume et d'adoption, mais c'est sûr que dans un contexte contemporain où les hommes jouent de plus en plus un rôle prépondérant, est-ce que la coutume va devoir revoir un peu ses paramètres et impliquer davantage le père? La question demeure. Les adoptions Nunavik, elles sont d'ordre coutumier en majorité. Les adoptions légales demeurent l'exception. Ça va être des cas particuliers de la protection de la jeunesse. Selon une étude de 1992 sur la santé, un nouveau-né sur 5 était adopté selon la coutume. 23 % des plus de 15 ans ont déclaré avoir été adoptés coutumièrement dans une proportion égale hommes-femmes. Et 57 % des plus de 15 ans ont adopté ou donné en adoption au moins un enfant. Lors de consultations qu'on a tenues en 2010-2011 avec des participants, des intervenants de tous les milieux du Nunavik, la première question qu'on a posée était justement celle-là. Avez-vous été adopté vous-même? Les mains se sont levées. Ensuite, avez-vous donné un enfant en adoption? Les mains se sont levées. Avez-vous reçu un enfant en adoption? Et à la fin des 50 personnes qu'il y avait dans la salle, toutes avaient les mains levées. C'est pour dire un peu la prévalence de cette tradition-là pour la société inuite.
Les éléments fondateurs ont été renommés donc dans ces consultations-là et s'articulent autour de 3 causes, autour de 3 justifications fondamentales. La première, c'est le besoin de soins, le besoin d'affection. Ça peut être à la suite du décès des parents biologiques ou pour une famille ayant déjà trop d'enfants ou d'âge limitrophe ou des ressources financières limitées ou qui vivent des difficultés. Le deuxième axe va être la recherche d'équilibre au sein d'une famille dans la répartition des tâches culturellement divisées selon les genres. Troisième cause, la stérilité pour les couples sans enfants alors que l'enfant est au fondement même de la société inuite. Les répondants rapportent même que dans plusieurs cas, une première adoption mènera à la naissance d'enfants biologiques, ce pourquoi l'enfant adoptif sera chéri en tant que bienfaiteur. Le premier principe historique comme contemporain, cependant, qu'on pourrait peut-être dégager, et c'est dit par le juge Morrow, qui aurait statué sur plus de 400 causes d'adoption en territoire du Nord-Ouest, c'est l'idée de survie. Survie pour la société, survie pour la culture. Et selon Lee Gemple, dans une étude de 1979 sur l'adoption inuit, les causes pourraient même être plus complexes, alors que, comme toute chose dans la société inuit, elle y ajoute un élément sociétaire du domaine de l'économie sociale, du domaine de la coopération également. Le nombre d'adoptions est somme toute stable au Nunavik, selon les chiffres qu'on a compilés, qui plus est si on tient compte de l'augmentation de la population. Là où il y a différence avec peut-être l'histoire, c'est les raisons nouvelles. On pense ici aux grossesses hâtives. Mais comme a dit le juge Bergeron dans l'affaire Orpik, l'adoption est une formule consacrée par des siècles de tradition pour assurer le meilleur bien-être de l'enfant devant les difficultés de la vie de tous les jours. Alors, ça semble être une réponse tout appropriée, même à des différences d'aujourd'hui. Nous nous devons maintenant d'ancrer la coutume dans sa réalité d'application en traitant de sa coexistence avec le régime étatique ou statutaire d'adoption. Entre les régimes statutaires et coutumiers, il n'y a pas d'évidence, seulement la nécessité d'un dialogue qui saute aux yeux. C'est que les deux régimes partent de loin, avec des prémices diamétralement opposées. L'un parle de don d'enfants, l'autre d'abandon. L'un est ouvert, l'autre est fermé. L'un parle de la connaissance et l'autre traite du secret. Un est endogène, de consentement privé, alors que l'autre est sous le contrôle exclusif de l'État. Un peut être en continuité avec le passé, alors que l'autre est totalement en rupture avec celui-ci. L'un parle des valeurs globales de l'enfant selon la coutume, et l'autre traite simplement de l'intérêt de l'enfant aux yeux de la loi. Donc, on voit qu'il y a un dialogue nécessaire, mais compte tenu que le dialogue est si différent, est-ce qu'on peut parler le même langage? Peut-être, à tout le moins en milieu inuit, en contexte inuit, alors que les effets de l'adoption sont du même langage. On a trouvé notre espéranto. Le constat pourrait différer, comme vous l'avez vu plus tôt, pour les peuples des Premières Nations, car les effets de l'adoption coutumière peuvent varier en permanence, peuvent varier en durée. L'idée de la sacro-sainte filiation comme axe d'adoption fonctionne plus ou moins pour les Premières Nations. Des parallèles peuvent être rapidement dressés avec le concept de garde pour ce qui est des Premières Nations, compte tenu des effets impermanents et variables. Mais même pour les Inuits, les variétés existent à leur régime coutumier de famille et d'enfance. Il y avait une notion de fluidité dans les mouvements d'enfants, un caractère tout à fait temporaire des arrangements coutumiers. Mais il nous semble peut-être, et c'est une théorie, que ces autres aspects du droit coutumier inuit ont été mis à mal par les actions étatiques de protection à l'enfance. C'est peut-être venu dissocier un peu du tout l'idée d'adoption avec changement de lien de filiation. Je note ici que dans le cadre des discussions autour de l'article 37.5 de la Loi de la protection de la jeunesse, dont peut-être certains sont familiers, ça permet d'avoir des ententes spécifiques avec des communautés des nations autochtones pour que le régime de protection de la jeunesse soit adapté et même mis en place par ces autorités autochtones-là. Et la région du Nunavik considère avoir une telle entente et veut préalablement faire des consultations sur tout ce qui était ces régimes coutumiers de famille et d'enfance. Alors, qui sait, peut-être verra-t-on une revalorisation de ces autres attributs de la coutume d'adoption ou de garde dans les années à venir.
Si on revient à l'adoption qui a été définie comme étant de rupture de filiation, campée dans son exercice courant, connue dans ses effets, lors des exercices de consultation de la région, il nous a été demandé de revenir aux fondements, aux valeurs soutenant l'adoption coutumière. Les valeurs qui sont si importantes aux aînés s'orientent autour de 8 axes. L'amour, le respect, l'affection, le caractère sacré, la maturité des parents adoptifs, l'acceptation avec honneur et engagement des obligations parentales, l'engagement solennel tout en sérénité échangé via l'adoption, l'enfance elle-même d'importance capitale de par l'équilibre qu'elle sous-tend, le sens à la vie qu'elle engage chez les familles et les adoptants. Sans surprise, ces valeurs transcendent les générations, alors qu'elles furent exprimées par les aînés, membres des comités culturels du Nunavik, mais elles furent redites mot à mot par les gens des autres générations. Et vous avez ici quelques extraits là, de ce qui a pu être colligé pendant qui a été colligé et qui fait partie du rapport. Une fois les fondements connus et les différences des régimes étatiques et coutumiers cartographiés, reste la quête d'une légitimité des effets de la coutume au sein de l'appareil étatique. La légitimité des effets, mais non de la coutume elle-même. Car en ce sens, pour les Inuits du Nunavik, leur ordre coutumier équivaut au régime statutaire, point à la ligne. Ils n'ont jamais douté de la légitimité égalitaire de leur ordre coutumier. Ils n'ont jamais cru au monopole de l'État sur la création de systèmes normatifs pouvant les régir. La théorie du pluralisme juridique vient donc dire ce qui était déjà connu et revendiqué par ces producteurs de droit. Un peu comme ces scientifiques venus présenter il y a quelques années leur projet de recherche sur le réchauffement climatique dans cette communauté du détroit de l'Hudson. Les aînés, les écoutants, ont répondu très calmement « Nous savons déjà tout ça. Nous pourrions vous partager notre savoir, mais nous ne parlons pas le même langage. Vous vous exprimez en mesures, en technologie, qu'ensuite vous posez sur papier, en mots et en chiffres. Nos conclusions viennent d'un autre type de langage, issu d'une expérience empirique, personnelle, mais également transgénérationnelle. Il semble donc que chez les Autochtones, la théorie du pluralisme a précédé son émergence dans le milieu occidental.